Aujourd'hui dans le Vélo Guide Podcast, notre deuxième partie de notre discussion sur la physiologie et l'entraînement avec Jules Cusson-Fradet. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon des différentes technologies de mesure physiologique de la performance à vélo. Les technologies actuelles et les technologies du futur et à voir lesquelles ont des plus grands avantages et lesquelles sont peut-être un peu plus restreints dans leur utilisation. Et finalement, on se pose la question, avec toute cette technologie ainsi que l'intelligence artificielle, est-ce que le rôle de l'entraîneur ne devient pas obsolète? Bienvenue dans le Vélo Geek Podcast. Vélo Geek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. Vélo Geek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com. Pendant que tu es là avec moi, vu que tu es un geek finalement de tout ce qui est entraînement, de tout ce qui est physiologie, tout ça et de technologie finalement, j'aimerais ça qu'on passe en revue un peu d'autres méthodes justement d'analyse de marqueurs physiologiques. Une première technologie, le rythme cardiaque. Donc, quelle est la place en 2024 de l'analyse du rythme cardiaque? Et je vais rajouter aussi, parce que tu as une autre étude qui va s'en venir là-dessus aussi, sur la variabilité cardiaque. Fait que, qu'est-ce que tu penses de cet outil-là, finalement, dans l'arsenal d'entraînement des cyclistes présentement? Je pense qu'en ce moment, ça a été sous-évalué beaucoup. Avec l'arrivée des capteurs de puissance, on s'est dit, moi je suis tanné de mettre ma strap, c'est pas confortable. Puis là maintenant j'ai la puissance, la valeur absolue, on garoche ça au vidange. C'est moins en temps réel directement, surtout sur des intervalles ou des structures d'entraînement. Il y a une réponse un peu plus retardée. Il y a une limitation. Exactement, la puissance c'est instantané, mais il faut faire, je pense, la distinction entre les différents outils de mesure et ce qu'ils peuvent mesurer. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, c'est quoi la charge perçue au niveau du corps, la charge interne qu'on appelle souvent. Donc ça se mesure avec la fréquence cardiaque ou la perception d'effort. Et ensuite, la charge externe, mais c'est nous ce qu'on a produit comme énergie. Mais finalement, ce qu'on sait, c'est que l'humain n'est pas efficace à 100%. Donc moi, si je pousse 200 watts, ça m'en coûte 4 fois plus en fait. Fait que ça me coûte 800 watts finalement à mon corps, puis il y a juste 25% qui sort en énergie, donc 200 watts au pédale. Alors, c'est important de mesurer. C'est si tu es très efficace. Oui, ça, c'est les plus efficaces. Donc, l'amplitude, souvent, c'est entre 15 à 25%. Coureurs du Tour de France vont être près de 25% d'efficacité. Et sinon, si on est un cycliste débutant, mauvaise technique de pédale, pas d'expérience d'entraînement, on va être plus autour de 15%. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le 85 à 75%, c'est de la chaleur qui est perdue. Exactement. Par le corps. Fait que c'est pour ça qu'on a chaud à l'effort, en fait. Vu qu'on est inefficace, notre moteur il surchauffe. Comme une voiture aussi, c'est la même chose. Les voitures sont pas efficaces à 100%. Donc, on a des pertes en chaleur. Et la fréquence cardiaque, la perception d'effort permettent d'aller évaluer ça a été quoi au niveau interne, comment on a perçu ce 200 watts-là. Puis c'est ça qui nous dit, en fait, si notre état s'améliore ou pas. Donc, c'est pour ça que les tests sous max, par exemple, on veut avoir les trois mesures. Et si on regarde juste les watts, mais on ne sait pas comment ça a coûté au système, on ne peut pas savoir si on s'améliore ou pas. Donc, ça, c'est une première chose. Fréquence cardiaque, c'est une mesure physiologique. Donc, on mesure vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque. Alors, c'est super important. Donc, ça prend ça. Si on a juste les watts, on ne sait pas si on s'améliore. On ne sait pas par rapport à notre charge interne, etc., le ratio entre les deux. Alors, j'encourage tout le monde à porter leur fréquence cardiaque pour après ça faire des analyses, mais plutôt longitudinales. Donc, il faut regarder les données dans le temps, l'évolution. Sur un entraînement, c'est le fun, mais ça ne dit pas beaucoup d'informations. Quelque chose qu'on entend beaucoup parler avec la fréquence cardiaque qui se développe plus dans les dernières années, c'est la variabilité cardiaque qu'on entend souvent plus en termes d'analyse de récupération. Est-ce qu'il peut même avoir des applications autres, éventuellement même en temps réel ou quoi que ce soit, d'analyse de la variabilité cardiaque qui est plus à court terme justement qu'à des échelles long terme? Il y a différentes méthodes d'analyse qui ont été proposées. Récemment, il y a eu un petit engouement par rapport à un indice qui s'appelle le DFA Alpha 1.
Donc, c'est une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, mais en temps réel à l'effort. Puis, il y avait certains chercheurs qui avaient proposé des assez bonnes corrélations entre les deux seuils, en fait. Donc, quand on arrivait à un DFA alpha 1 de 0,75, on est environ à notre premier seuil. Quand on arrivait à un DFA alpha 1 de 0,5, on arrivait à peu près à notre FTP. Mais finalement, il y a un peu plus d'études qui ont été publiées et on s'est rendu compte que c'était pas universel le 0,75 et 0,5. Donc là, finalement, ça a été un peu délaissé. Mais peut-être qu'un jour, il va y avoir d'autres applications. Mais pour l'instant, à l'effort, très difficile à interpréter. Au repos, peut-être faudrait parler de c'est quoi cette mesure-là en premier. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, fréquence cardiaque, je pense que c'est simple. Est-ce que le cœur bat plus vite? Est-ce qu'on mobilise Oui. plus nos ressources? Mais la variabilité de la fréquence cardiaque, en fait, comment faut le voir? C'est que c'est un marqueur global de notre corps, sa réponse au stress. Donc, le cœur bat à un rythme. Là, mettons, on peut le mesurer au repos, on va être à 60 battements minutes. Par contre, les battements n'arrivent pas à un temps fixe. Donc, c'est pas un battement à chaque seconde qui donne 60 battements. Des fois, il va y avoir une petite variabilité. Donc, des fois, on va faire un battement à une seconde, 0,9 secondes, 0,8 secondes, puis au final, on arrive à 60 battements minutes. Donc, le temps entre chaque battement, c'est ce qu'on calcule pour avoir notre mesure de variabilité. C'est quoi la variabilité entre chaque battement? Et ça, on rentre dans les détails un petit peu de la physiologie plus complexe, mais ce que ça nous dit, c'est que ce temps-là, ces battements-là, c'est régulé par notre système physiologique. Là, au niveau électrique, le cœur, donc le système parasympathique. Donc lui régule en fait le cœur au repos. Puis c'est lui qui a une influence sur ces temps entre chaque battement-là. Quand on est très stressé, on a deux systèmes dans notre corps, donc le système sympathique ou parasympathique. Quand on est très stressé, c'est le système sympathique qui domine, puis là on est en réponse au stress, puis tous nos systèmes s'activent, on mobilise beaucoup de ressources. Quand on est au repos, on est en mode parasympathique. Donc plus on est en mode parasympathique, plus on est au repos, plus on va avoir une grande variabilité entre chaque battement. C'est peut-être Ce un qui peu peut sembler presque contre-intuitif. contre-intuitif si on connaît pas, si on n'est pas des spécialistes en physiologie. Exactement. Mais au-delà de ça, on prend ça pour acquis. Donc, quand on est en mode parasympathique, en mode relax, on a beaucoup de variabilité entre les battements. C'est peut-être aussi une méthode pour le corps d'être prêt à réagir à toute éventualité. Donc, c'est très variable entre chaque battement. On peut soit aller vite ou aller lentement, rapidement, s'ajuster. Et quand on est en mode réponse au stress, quand on est très stressé, on est plutôt moins variable. Donc là, le cœur bat comme un métronome, boum, 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 puis on a peu de variabilité. Donc, cette mesure de variabilité-là, la VFC ou la HRV, nous informe en fait en ce moment, est-ce que notre corps est en dominance parasympathique, mode repos, ou en mode sympathique, activé, stressé. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on le mesure avec soit une montre qu'on peut porter pendant le sommeil la nuit, ou il y a des applications maintenant qui permettent avec le téléphone mettre notre doigt sur la caméra et avoir une mesure, on la prend au matin. Donc, l'important, c'est d'avoir des conditions standardisées pour mesurer notre physiologie. Donc, au matin, en se levant toujours au même moment, ou pendant la nuit quand on dort, conditions sont similaires. Ouais. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que si on prend ça à chaque jour, on peut avoir une idée. En ce moment, est-ce que notre corps a de la misère à s'adapter aux différents stresseurs auxquels on l'a soumis? Donc, on va avoir une variabilité de fréquence cardiaque qui va diminuer par rapport à nos normes. Et si en ce moment, on a une facilité à s'adapter ou on est dans un état stable, mais notre variabilité va rester stable ou va même augmenter un petit peu. Donc, ça peut nous aider à savoir si en ce moment, on en fait trop en général pour ce que notre corps peut prendre, en fait. Donc, ça, c'est super intéressant comme mesure. Ça peut aligner à justement savoir les entraînements de la journée. Si on devait, si on un peu d'avoir le feu vert d'y aller à plein effort, ou peut-être, même si c'était prévu aujourd'hui un certain niveau d'intensité, regarde, en fonction vraiment du niveau de récupération qu'on a, de l'adapter au jour le jour finalement. Mais ce qui est intéressant, mais aussi dangereux avec cette mesure-là, c'est que c'est une mesure globale, holistique. Donc, dans la vie, on a plusieurs stresseurs. Donc, si on s'entraîne, c'est un stress, mais aussi quand on travaille, il y a plein d'autres stresseurs et cette mesure de variabilité-là elle n'est pas capable de différencier les différents stresseurs. Donc, c'est une mesure globale du stress et de la réponse au stress. Mais on sait que, ultimement, si
on a beaucoup d'autres stresseurs à l'extérieur de notre entraînement, ça va limiter notre capacité à s'entraîner. Donc, c'est intéressant de prendre la globalité des informations parce qu'on le sait, c'est très important. Donc, il y a des études qui ont montré qu'en fait, si on se fie à notre variabilité de fréquence cardiaque pour ajuster notre entraînement au jour le jour, on avait en général une meilleure réponse à long terme que suivre un plan standardisé. Donc, si on s'entraînait selon comment notre corps est prêt à performer, en fait, si notre corps est trop fatigué, ben, on va pas aller le surentraîner à ce moment-là, on va prendre un repos. Et quand notre corps est prêt, ben, on fait notre séance d'intensité où on maintient le plan, en fait. Donc, ça a des avantages aussi qui ont été montrés. Si on passe à un autre, au niveau de la température corporelle, il commence à avoir des technologies comme les capteurs Core, quoi que ce soit, dans le fond, qui captent les températures corporelles. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va être un peu démocratisé ou est-ce que est-ce qu'il y a des avantages à vouloir absolument démocratiser cette technologie-là dans l'entraînement des cyclistes? Ben moi je trouve ça super cool. Là. J'en ai un avec moi. Tu peux pas le voir, mais j'en ai un aussi. Mais en fait, l'intérêt, c'est que de un, ça coûte pas si cher. C'est environ, je pense, 300 $ et on le met sur notre moniteur de fréquence cardiaque. Donc, quand on met notre moniteur de fréquence cardiaque, on n'a pas besoin d'aller passer. L'autre capteur est aussi sur notre même moniteur. Donc, c'est pas un capteur compliqué à gérer. Ce que ça fait, en fait, ben, c'est que ça mesure, ça essaie d'estimer, en fait, notre température corporelle. Donc, le core body temperature en anglais. Oui. Et ben, l'utilité principale de cette mesure-là, c'est de gérer un peu les entraînements, les protocoles d'adaptation à la chaleur. Donc, si on a, par exemple, une compétition à Hawaii, le championnat du monde d'Ironman, bon, on sait qu'on peut pas arriver là d'un hiver québécois ou d'un été québécois pas trop chaud et penser performer. Donc, souvent, il va falloir s'adapter, que notre physiologie change, devienne plus performante à la chaleur. Donc, par exemple, notre sudation va être plus abondante, on va être capable de mieux réguler l'effort. Il y a plein d'adaptations qui se produisent. Donc, on peut suivre notre évolution avec ça et s'assurer qu'on s'entraîne dans les bonnes zones, qu'on surpasse pas un certain seuil de chaleur, etc. Donc, ça c'est le premier intérêt. C'est pour ça que le capteur a été popularisé. Mais ça reste un peu limité comme utilisation là, pour monsieur, madame, tout le monde, je crois. Donc là, ce qui est intéressant, mais c'est pas encore possible avec l'algorithme du capteur, ce serait de justement mesurer notre production de chaleur. Donc, on en a parlé tantôt, le corps humain n'est pas efficace à 100%. Donc, on a des pertes en chaleur. Mettre un chiffre sur le niveau d'efficacité, finalement. Exactement. Donc, l'efficacité, la mesure, c'est simple, c'est nos pertes versus ce qu'on sort. Donc, on peut savoir exactement est-ce que je suis efficace à 25, 22%, 15%, si on mesure toute la production de chaleur et l'énergie qui est sortie. Donc ça, pour faire ça en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est aller en laboratoire et avec les échanges gazeux par calorimétrie indirecte, on est capable de mesurer la production totale d'énergie versus l'énergie qui est sortie au pédale qu'on mesure avec la puissance. Ben là, l'idée, c'est que ce capteur-là, Core, a les capteurs qui permettent de mesurer en fait la production de chaleur, mais en ce moment, avec leur algorithme, ils font juste nous donner la température. Mais je sais que certains Norvégiens là, donc, utilisent le capteur de manière peut-être un peu détournée en collaboration avec la compagnie pour essayer de mesurer justement la température, la production de chaleur, puis avoir une estimation du coût total métabolique. Donc, c'est une utilité qui serait vraiment intéressante. En fait, si on l'image, ça pourrait être comme si on avait une mesure de VO2 max sur nous en temps réel avec seulement un petit capteur. Parce que ce qu'on essaie de mesurer, c'est ça. Rendu là, mais ça rendrait vraiment son utilisation quand même beaucoup plus intéressante parce qu'effectivement, comme tu dis, le premier cas de figure qui est le plus utilisé d'adaptation au niveau de chaleur, on s'entend que c'est quand même assez limité dans l'application. Je le ramène aussi à une population cycliste générale, mais effectivement, d'avoir un niveau d'efficacité, de savoir non pas juste être capable de pousser plus, mais d'en perdre moins. Ben, encore plus simple pour tout le monde, en fait, là, les capteurs de puissance estiment une certaine dépense énergétique. Ouais. Donc, ils vont dire, vous avez dépensé tant de calories ou de kilojoules. Ben, en fait, cette estimation-là, ben, on a mis
un pourcentage fixe pour tout le monde de coût énergétique, de rendement. Donc, on a dit tout le monde est à 22%, puis ben c'est ça qu'on donne comme coût. Mais si moi, j'ai 15% d'économie versus 25%, ben, il va y avoir des très grosses différences sur ma consommation d'énergie estimée, mes calories. Donc, si on est capable de mesurer la Puis le vraie plan production, nutritionnel. exact, on pourrait adapter nos stratégies de course en fonction de vraiment nous, ce que ça nous a coûté, l'énergie qu'on a dépensée, la vraie énergie, parce qu'en ce moment, on estime seulement l'énergie. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour manger selon nos besoins, notre dépense, euh, plein d'autres applications. Donc, peut-être pas encore là, mais très prometteur. Ouais. Je vais y aller avec un autre, encore peut-être un instrument encore un petit peu plus spécialisé, les capteurs de SMO2, dans le fond, l'oxygénation sanguine. Est-ce que tu es capable rapidement de dire qu'est-ce que ça peut donner comme information et est-ce que tu crois que ça peut remplacer un test de lactimétrie ou avoir une lactimétrie en temps réel? Euh, C'est des capteurs intéressants, mais en fait, ce que ça permet de mesurer, il y a toujours deux paramètres d'une performance. C'est est-ce qu'on est capable de délivrer l'oxygène vers les muscles, est-ce que les muscles sont capables de l'utiliser. Donc, quand on mesure le VO2, on mesure est-ce qu'on est capable d'envoyer de l'oxygène aux muscles. Quand on mesure aux muscles, est-ce qu'on est capable de l'utiliser, mais c'est avec les capteurs justement qui permettent de par estimation, en fait, là, avec des lumières infrarouges, de voir est-ce que les Ouais. globules rouges transportent de l'oxygène, pour on est capable de mesurer est-ce que le muscle désature beaucoup. Donc, est-ce que Ouais. on est capable de consommer cet oxygène-là, puis une fois on arrive à 0% d'oxygène dans le muscle, par exemple. Donc, ça permet de voir ça de manière locale. Ce qui est compliqué, c'est qu'on mesure seulement un muscle, un Ouais. endroit à la fois. Donc, c'est pas une mesure systémique. Alors, on choisit de mettre, par exemple, sur le quadriceps droit, le vas interne ou le vas médial, peu importe. On a juste un reflet à un seul endroit et ça peut causer problème. Donc, c'est pas très systémique comme mesure. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à analyser. Euh, il y a certaines applications pour essayer de détecter justement les seuils, par exemple comme avec le lactate, mais c'est assez variable d'une personne à l'autre. Parce que ce que j'essaie d'en comprendre de ça, c'est que c'est un peu ça, c'est d'essayer de trouver le niveau de fatigue finalement un peu, un peu à la même, tu sais, de faire une corrélation avec le niveau de l'actimétrie, mais de façon presque peut-être plus contournée, plus pratique peut-être comme mesure, mais beaucoup moins précise finalement. Ben, ce que ça peut permettre, c'est de déterminer en fait c'est quoi notre limitant. Donc, si on le met par exemple dans un test d'effort max, ben, on peut savoir est-ce que moi je suis pas capable de désaturer mes muscles. Dans le fond, je suis pas capable d'utiliser l'oxygène au niveau local, mais je suis capable d'en apporter. Donc là, on pourrait changer le programme d'entraînement. Donc, on sait que il y a des entraînements qui sont plus de nature centrale. Donc, on va faire des adaptations au niveau cardiovasculaire, livraison d'oxygène, que des entraînements qui vont plus adapter les muscles. Donc, au niveau de la périphérie, on va les optimiser. Donc, souvent, très haute intensité, court, c'est beaucoup plus adaptation périphérique, donc les muscles. Mm. Et quand on fait des intervalles plus longs, donc 5 minutes et plus, on va avoir plutôt un stress central au niveau cardiovasculaire. Donc, ça peut nous aider à déterminer nos limitants de performance puis d'entraîner en fonction de ça. Mais encore là, c'est difficile d'interpréter parce qu'on mesure seulement un muscle. Ouais. Donc, peut-être que mon quadriceps, vaste latéral gauche, désature pas beaucoup parce que ma technique de pédalage fait que j'utilise pas, mais finalement, toutes les autres, oui. Puis là, on se trompe en interprétant cette donnée-là. Donc, il faudrait mettre des capteurs partout pour avoir la mesure, ce qui serait compliqué. Fait que ce que j'en comprends, c'est que même en fonction des différentes hauteurs de selles qui ne feraient pas regrouper les mêmes muscles ou quoi que ce soit, ça pourrait faire des variabilités dans les données de ce que cet Ouais, instrument-là donnerait finalement. ouais. Fait que c'est quand même compliqué à interpréter finalement. Ouais. Donc, ouais. J'en ai parlé rapidement. Dans le fond, des moniteurs de lactate en continu, ça, c'est quelque chose, je pense, qui c'est très embryonnaire encore de ce que je comprends présentement. Est-ce que c'est la prochaine barrière, la prochaine révolution dans l'entraînement, c'est de noter la lactimétrie, non pas juste en test, mais de façon continue en temps réel? Moi, je pense que ça va arriver. Ouais. Est-ce que ça va changer ce qu'on fait à l'entraînement? Je pense pas. Je pense pas on va commencer à prescrire en fonction de ça parce que c'est une mesure aussi qui a quand même beaucoup de variabilité. Donc, on va sûrement s'en rendre compte quand on va être capable de mesurer en temps réel qu'il y a beaucoup de bruit dans cette Ouais. mesure-là. Euh,
je pense que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire un suivi longitudinal de ce marqueur-là, qui est un autre marqueur physiologique, en fait, comme la fréquence cardiaque. Plus on a de marqueurs, plus on est capable de mettre tout en relation puis de comprendre quel système s'adapte, etc. Mais c'est ça, je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur ça, mais à quel point ça va tout changer, je suis pas sûr. Puis c'est vraiment la clé, ça va être l'analyse longitudinale des données pour voir les tendances. Puis ça permet un peu de réduire le bruit. Donc si on mesure à chaque journée, puis on fait une moyenne, bon, on enlève les grandes variations que des fois on va interpréter à tort comme un changement. Et on pourrait mieux voir ce qui se passe parce qu'en ce moment, si on fait un test, par exemple, de lactatémie pour savoir nos différentes zones, il y a une erreur de mesure. Ça se peut qu'une journée, en fonction de notre état nutritionnel, en fonction de l'erreur, comment on a pris la collecte, on a touché, par exemple, à la peau, on a pris un peu de sueur, ça va fausser la donnée, on va mal interpréter, baser toutes nos zones là-dessus, tandis que si on le mesure souvent, on risque de diminuer l'erreur. Donc, pour ça, mais encore là, pour aller Intéressant. fort, c'est un peu comme la fréquence cardiaque, c'est une mesure qui a une réponse assez lente. Donc, on va pas voir Hmm. si on pousse 400 watts, ça va pas être automatiquement dans notre sang, ça va apparaître le lactate. Non. Le lactate est produit au muscle et nous, ce qu'on voit, c'est seulement ce qui est excédent, ce qui se retrouve en circulation. Mais au muscle, en fait, on peut pas le mesurer, puis ces capteurs-là vont pas le faire non plus. Mais encore là, on aurait le même problème que les capteurs d'oxymétrie. On mesurait seulement un muscle, un endroit. Donc, il y a de l'intérêt, mais tout reste à faire, en fait. Tu, tu sembles être plus posé par rapport à quand on regarde un peu dans les nouvelles présentement, on entend souvent des gros headlines comme de quoi que c'est la prochaine grande révolution. Toi, tu as beaucoup plus de réserves par rapport à ça finalement. Ouais, ben, c'est ça. Je pense que ça va être intéressant. Ça rajoute une autre portion Ouais. à notre compréhension, notre écran de données, mais c'est pas si simple à interpréter. Puis c'est ce que les gens vont se rendre compte, je pense. Puis des fois, trop de données, c'est pas nécessairement mieux. Tout comme tu l'as ramené au début de dire, ben, revenons même à la perception de l'effort. À un moment donné, oui, on a beau être des amateurs de data, on peut facilement se perdre dans une abondance trop grande de données. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il faut savoir pourquoi on mesure, ce que chaque donnée nous apporte comme information. Puis après ça, ben là, ça c'est mon travail à moi d'essayer de voir comment qu'on peut optimiser nos méthodes d'analyse, simplifier ça pour le commun des mortels, là. C'est ce que j'essaie de voir maintenant, là. Puis dernière question, avec tous ces instruments de mesure-là, et même, disons, projetons-nous même dans l'avenir un peu, que tous ces instruments-là deviennent précis et qu'on peut tout avoir vraiment un très haut niveau d'analyse, en plus marié à l'intelligence artificielle, il est où le rôle du coach là-dedans? Est-ce qu'il devient un peu obsolète dans tout ça, que les algorithmes et l'intelligence artificielle vont faire un travail qui va faire que le coach n'a plus sa place? Ben, je pense que c'est la crainte de la plupart des entraîneurs, cet aspect-là de se faire remplacer. Je pense que ça arrivera jamais, en fait, parce que l'humain est trop complexe. La performance, c'est multifactoriel, ça dépend des aspects psychologiques. Il y a plein de choses que je pense qu'on n'est pas capable de mesurer. Par exemple, la perception d'effort qui est très importante, ça se mesure pas en temps réel. On n'a pas un capteur qui est connecté à notre cerveau. Et si on la mesure pas, nos prédictions, on le sait, qui vont être erronées. Donc, peut-être qu'un jour on va être capable de mesurer tout ça, mais moi, je doute que ça va arriver dans un futur assez rapproché. Pour l'instant, euh, où je vois l'intérêt de ces algorithmes-là, en fait, c'est comme une aide à la décision pour les entraîneurs. Donc, ça permet de passer en revue un paquet de données, de faire ressortir des tendances, des points d'intérêt et de faciliter la prise de décision, le travail des entraîneurs. Au lieu de eux devoir passer leur temps à analyser un paquet de données, puis pas avoir de temps pour développer la relation, mieux comprendre comment leur athlète évolue, etc., ben, ils vont pouvoir maintenant euh, mettre à profit ces algorithmes-là pour avoir une information en accéléré et eux se concentrer sur leur travail d'entraîneur au niveau du contexte, être au courant de tout ça, puis ajuster, prendre des décisions en fonction de ces différentes informations-là qu'on va avoir accès, là. Donc, je le vois vraiment comme une aide à la décision, optimiser, faciliter le travail, puis finalement laisser les entraîneurs se focuser en fait sur les éléments les plus importants qui est le coaching. Je pense que tu as raison, puis je pense pas que ça va faire
rendre le travail d'entraîneur plus important. Mais ça peut potentiellement le changer dans la mesure où je pense que peut-être beaucoup d'entraîneurs qui sont très basés sur la physiologie et ceux qui veulent simplement regarder des chiffres, d'appliquer une formule un peu et d'oublier l'aspect psychologique, technique, motivationnel. Je pense que ces entraîneurs-là qui sont trop dans les chiffres, c'est là qu'ils vont rentrer en compétition contre toutes ces technologies-là. C'est que là, il va falloir doubler l'effort justement à tous ces aspects-là que la technologie peut pas rendre, tout l'aspect psychologique, motivationnel que la technologie ne peut pas remplacer. Exact. Puis je pense que même les entraîneurs, par exemple, qui sont vraiment axés chiffres en ce moment, qui pourraient perdre un peu leur travail, c'est peut-être qu'à ce moment, ils ne mesurent pas non plus les données les plus importantes qui sont la perception, qui sont subjectivement, est-ce que l'athlète se sent fatigué? Puis il y a plusieurs recherches qui montrent qu'en fait, si je te pose la question, aujourd'hui, ce matin, comment tu te sens au niveau fatigue? Sur une échelle de 0 à 10, tu me dis 8. On sait que tu es fatigué. Je sais, tu me l'as dit. Il n'y a pas de doute. Si on prend des mesures, par exemple, on prend des prises de sang, etc., mesurer des marqueurs, on voit qu'en fait, il y a un décalage. Donc, toi, quand tu me dis que tu es fatigué, on le sait que tu es fatigué, les marqueurs vont changer plus tard. Donc, souvent, si on se fie même à des données objectives physiologiques, on peut arriver avec une intervention en retard, en fait. Fait qu'on peut surentraîner un athlète. Alors, en ce moment, la meilleure manière de savoir comment l'athlète répond à l'entraînement, etc., c'est avec des questionnaires subjectifs là, qu'on remplit au matin et on combine ça avec d'autres mesures. Donc, physiologie, on mesure le HRV, on a nos données à l'effort, on triangule perception d'effort, watts, fréquence cardiaque. Et là, quand on a tout ça, là, c'est ça qu'il faut utiliser, puis c'est ça que l'algorithme de machine learning doit être capable d'interpréter. Mais si on lui donne seulement les informations, par exemple, wattage, même pas la fréquence cardiaque, on va pas être capable d'avoir des bonnes prédictions au final. Donc, ça prend aussi les bonnes informations en entrée pour avoir des bons modèles. L'idée, c'est pas juste d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle, c'est d'avoir un bon raisonnement derrière c'est quelles variables qu'on sélectionne. Puis ça, c'est très important, je pense. Sinon, on va faire des modèles qui font finalement pas de sens, là. Un plaidoyer encore là, je pense, à un retour malgré tous les données qu'on peut avoir, un retour à la simplicité finalement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir sur plusieurs choses. Écoute, Jules, merci beaucoup. C'est super intéressant. Tu m'as vraiment amené une discussion. J'aime avoir une discussion avec un sujet que clairement tu connais ça beaucoup plus que moi. J'espère que les gens vont réussir à attraper le plus d'informations de cette discussion-là. Écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir, Martin. Merci pour l'opportunité de discuter avec toi, présenter un petit peu les dernières avancées, mes travaux de recherche. C'était très apprécié. Puis effectivement, pour ceux qui le savent pas, est-ce que tu peux nous donner juste une petite idée, c'est sur quoi présentement tes travaux de recherche? Ouais, en fait, c'est un projet qui se découle en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était de monter un nouveau test qu'on peut faire de manière régulière, s'assurer que le test était valide et fiable. Donc ça a été fait. On a notre protocole de test sous max. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire une collecte longitudinale où on va suivre des cyclistes qui vont collecter les différentes données qu'on a discutées aujourd'hui. Donc, ils vont collecter au matin leur variabilité de la fréquence cardiaque au repos. Ils vont remplir un questionnaire pour avoir les informations essentielles qu'on peut pas mesurer autrement. Ils vont s'entraîner, on va collecter watts, fréquence cardiaque, etc. Et ils vont faire le test sous maximal une fois par semaine. Puis on va suivre toutes ces données-là pendant un bloc de 4 mois. Et l'idée à la fin, c'est de justement, en ayant sélectionné les bonnes variables, voir si on peut pas, à l'aide de modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, prédire comment chaque personne répond, comment chaque personne s'adapte à l'entraînement pour avoir justement une espèce de, à chaque matin, quand le modèle a roulé, la personne remplit son questionnaire HRV, le modèle lui dit, oh, on détecte que par exemple ton HRV, si tu continues comme ça, va sortir, va être plus bas que normal, donc tu vas être trop stressé. Et là, le modèle sait c'est quoi les variables normalement qui affectent le plus son HRV. Donc, pour cette personne-là, le modèle a détecté que le sommeil est important, puis trop d'entraînement en zone 3-4, ça l'affectait beaucoup sa réponse récemment. Donc, il va lui dire, si tu veux essayer de déjouer la prédiction, continue de bien t'adapter, garder ton HRV stable, tu devrais
limiter l'entraînement en zone 3 et 4 et faire attention à ton sommeil pour les prochaines journées. Et peut-être qu'on va réussir à déjouer la prédiction. Donc, le modèle pourrait servir comme ça, de donner des idées, en fait, à chaque jour basées sur ce qu'on prédit, puis comment tu peux faire pour déjouer la prédiction, puis toujours t'adapter à l'entraînement. Donc, vraiment utiliser les données qu'on collecte pour prendre des décisions à l'entraînement là, qui sont plus éclairées, en fait. Là. Fait que ça, c'est le projet qui est déjà en cours. Là. On a plus d'une trentaine de cyclistes qui sont lancés déjà depuis au moins un mois, qui collectent leurs données comme ça. Là. Merci beaucoup, Jules, puis j'espère qu'on va se revoir. Ben oui, ça a fait plaisir. Salut. Salut. VéloGeek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de selle et les capteurs de mouvement dynamique et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. VéloGeek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levélomag.com.